Je me sens toujours trop habillée et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Vous avez dit écrire. Cela se passe aujourd'hui dans quelques endroits raffinés, connus des passionnés. L'écritoire est un de ces derniers. L'écriture, encore et toujours, et aussi ses outils, et aussi surtout son histoire. Bénis soient les grands-pères qui ont su créer et développer de ces objets et de ces savoir-faire qui se transmettent de génération en génération. Bénis soient les petites filles qui savent en faire leur miel et continuer la tradition. C'est dans ce lieu en train de devenir mythique que se chante un amour certain pour une pratique que l'on croyait moribonde, l'écriture. Ici, par exemple, c'est un stylo avec une plume en iridium, donc c'est très 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 souple. Voilà. Donc cette plume, elle a peut-être rien de particulier à regarder, quoique elle est quand même jolie, mais si on la teste, on peut plus s'en passer. Et on n'écrit pas la même chose aujourd'hui avec un stylo que quand on tape à l'ordinateur. Donc c'est un objet différent qui permet justement à la créativité de chacun de s'exprimer. Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux, sur le portable. On ne sait plus écrire. On ne sait plus s'écrire. Les gens sont par texto. Donc aujourd'hui, j'écris juste pour le plaisir parce que ça me détend. Et je trouve que l'écriture, c'est vraiment une partie aussi de notre histoire et ça aide aussi à bien savoir écrire, à bien se cultiver aussi parce qu'il faut aimer les mots. Et ça, c'est important. Et écrire à quelqu'un, ça touche plus qu'envoyer un texto. Bien sûr, ce lieu mythique ne pouvait que se trouver dans le vieux Paris de la rue Saint-Martin, judicieusement nommé l'Écritoire. C'est parti en 1881 avec mon arrière-arrière-grand-père, François Tardy, qui était fabricant donc, d'articles de papeterie et d'encriers. Ensuite, ça a continué avec son fils, donc mon arrière-grand-père, qui était lui André Tardy, et qui est devenu fournisseur officiel pour l'administration publique de tout ce qui est godets scolaires. Donc les petits godets scolaires, c'est des objets comme ça qui étaient insérés dans les pupitres et on mettait de l'encre violette et les enfants apprenaient à écrire. Ensuite, à la mort de ce grand-père en 1973, 2 ans après, ma mère n'a pas eu le bac et s'est retrouvée à récupérer ce vieux stock d'encriers et à venir ici au 61 rue Saint-Martin, qui est devenu une boutique spécialisée dans tout ce qui est papeterie, mais aussi tout autour de l'écriture. Alors moi, je viens d'avoir 30 ans. Ce qui m'a poussée, c'est d'une part l'environnement familial, où moi j'ai toujours baigné dans l'écriture, mais aussi dans cet univers de la papeterie, de la création, puisqu'on travaille énormément avec des artisans qui travaillent en France, qui sont fabricants en France, donc dans des cartes postales, de stylos, mais aussi de seaux à cacheter, d'enveloppes. On a pour vocation vraiment de révéler ces talents, ces petits artisans, ces artisans qui travaillent avec leurs mains et avec leur cœur, tout autour de l'écriture et de la création. Car si l'écriture a une histoire, les objets qui la servent aussi. C'est un encrier en verre qu'on appelle godet scolaire, donc là on peut voir la marque de l'arrière-grand-père, donc Tardy, les établissements Tardy. Aujourd'hui, on peut trouver les godets scolaires Tardy dans des brocantes. Nous, on a un petit stock où on peut en avoir, mais c'est en exclusivité, puisque après ça ne se fabrique plus exactement comme cela. Ensuite, on travaille avec des artisans qui, eux, fabriquent encore des encriers. Donc, par exemple, on peut avoir ce genre de pièces. C'est du verre et de l'étain. On n'est pas obligé d'avoir un encrier pour écrire aujourd'hui. L'intérêt, c'est d'avoir un porte-plume, une plume et de l'encre. Et une feuille de papier, effectivement. Voilà, donc ça, c'est des petites choses que nous, on propose à la boutique. Voilà. Donc effectivement, par exemple, pour vous montrer, ici, hop. Le porte-plume, l'accessoire magique devenu si rare. On est une des plus anciennes papeteries de Paris où on peut en trouver. On a pour vocation de continuer à proposer ce genre d'instruments d'écriture. De par le fait qu'il n'y avait plus beaucoup de fabrication de porte-plumes, on a décidé de trouver un fabricant qui ne faisait pas du tout de porte-plumes. On est allé le voir en lui disant on veut avoir une collection de porte-plumes. Est-ce que vous pouvez nous en faire? Donc la réponse était non, je ne fais pas de porte-plumes, j'ai pas envie d'en faire. Et de fil en aiguille, on a essayé de créer avec lui quelque chose qui lui aussi l'amusait.
Donc c'est vraiment une collaboration et on a des objets aujourd'hui qui sont uniques. Tous ces porte-plumes sont tournés à la main. Il y a différents bois, par exemple ici c'est du bois de palissandre. Voilà. On en a aussi en ébène, par exemple ici c'est du bois d'ébène. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre en fait. Il est vrai qu'être l'arrière-petite-fille du probable inventeur du stylo 4 couleurs vendu sous la marque Optimus, qu'on ne fabrique plus aujourd'hui, et posséder encore ce mouilleur destiné à humidifier les timbres, incite à placer la barre plus haut. On fabrique nos propres enveloppes, on les a appelées les enveloppes loufoques puisqu'elles ont des formes diverses et variées. Alors là c'est l'invention donc de ma mère, donc la gérante de cette boutique depuis 1975. Qui a inventé une enveloppe en forme de fleur. Donc cette enveloppe en forme de fleur, donc voilà, on écrit son petit mot à l'intérieur. Tout est plié à la main, pré-plié à la main. Et ensuite voilà, on écrit son adresse, soit avec un timbre au milieu, soit le timbre pour fermer l'enveloppe et on peut envoyer ça partout dans le monde. On peut effectivement fermer d'une autre façon avec de la cire à cacheter et un seau à cacheter. Donc là, par exemple, pareil, c'est de l'étain, c'est fabriqué artisanalement en France. Donc là, on casse un petit bout de cire, on le met dans une cuillère qui sera utilisée que pour ça. On ne pourra plus manger de yaourt après. Je le pose peut-être ici. Voilà, la cire va fondre à l'endroit désiré. Et avec le seau, je viens sceller l'enveloppe. Et dans ce domaine qui paraît appartenir totalement au passé, est-il encore possible d'inventer ? Tout est possible, surtout dans les cartes postales, tout est imaginable dans la créativité puisqu'on a des éditeurs à l'infini en fait. Donc nous on travaille avec des petites séries. On essaye en tout cas de faire vivre l'artisanat français mais aussi européen. Aujourd'hui, il y a le laser qui sont des nouvelles techniques, mais pour le papier, c'est vraiment fabuleux. On peut en faire de la dentelle. Donc nous, on a pareil des artisans. Ici, c'est en République tchèque où vous voyez, c'est une jeune femme qui fait des cartes avec des finitions extraordinaires. Donc c'est un véritable trésor à recevoir. Voilà, on peut pas le jeter d'un clic de souris en 2 secondes. Autre pratique, la calligraphie. C'est les plumes qui font et le calligraphe qui fait toute la différence. Puisque avec un porte-plume, on n'écrit pas comme avec un stylo. Un stylo, on est un petit peu cramponné au stylo plume, alors qu'avec une plume, il faut être beaucoup plus souple. Il faut avoir l'épaule un petit peu plus légère et on ne forme pas les lettres de la même manière. En fait, on les décompose. Donc, par exemple, ici, on commence par faire le bout du F. Ensuite, voilà, on voyait là, ici, c'est le plein, là, le délié. Il faut apprendre à former les lettres. L'exemple, c'est de démarrer avec le bout du F. Ensuite, on vient rajouter le haut et le milieu. Sauf que là, selon si on appuie ou pas, on a une finesse dans la plume. Donc la position idéale, c'est d'être en face d'un bureau, bien installé, les pieds perpendiculaires. Et voilà, il faut vraiment se mettre tranquille. Pas de gestes brusques pour pas renverser l'encre. Donc c'est plutôt assis et face à son carnet. Et face à ses souvenirs, à ses projets, à ses désirs, toute une vie à portée de plume, qui dit mieux ?